Donc j'ai prévu des transparents et une présentation sur deux points de discussion. Je dirais le premier qui est autour de la construction d'objets interdisciplinaires et pour montrer un petit peu typiquement une étude de cas et les questions, les différents champs de compétences en fait associés à une étude particulière. Et par la suite, je proposais, on en avait parlé un petit peu avec Stéphano et Eric, d'esquisser un certain nombre de structurations actuelles sur Saclay et qui du coup nous impactent directement à inclure dans notre réflexion. Donc le premier point concernant ces travaux, donc je pars de travaux d'archéologie en fait qui viennent de fouilles dans la vallée de l'Indus. Et donc il s'agit du site de Mehrgarh que vous voyez ici et qui est un site d'une très grande importance, fouillé par des équipes françaises sur l'apparition de l'innovation en fait. Donc, c'est avant ou après Mohenjo-Daro? À ma connaissance, c'est le plus ancien et surtout, voilà, c'est le plus ancien et c'est celui qui a été occupé de manière continue sur la période également la plus étendue. Donc je dirais que c'est le plus ancien par rapport à Mohenjo-Daro. Donc, ce que vous voyez ici, c'est simplement donc, un certain nombre de travaux qui portent sur un certain nombre d'innovations venant du site de Mehrgarh, donc à la fois en termes de pratiques médicales ou de la dentisterie, de certaines fabrications matérielles. Donc ici, la première attestation du coton, également donc, des productions céramiques et des représentations anthropiques que vous voyez ici sur des périodes plus récentes. Alors, les travaux dont je parle, en fait, donc, sont des travaux qui ont été menés en collaboration avec donc, l'équipe, anciennement équipe de Jean-François Jarige, actuellement à Nanterre et pour partie au musée Guimet, également le Centre de recherche et de restauration des musées de France, une équipe d'archéologie, une autre équipe d'archéologie Prétech à Nanterre, une équipe toulousaine sur des aspects archéométriques et métallurgiques. Et donc, on s'intéresse à un cas particulier d'invention venant de Mehrgarh, qui est celle d'une série d'objets, d'artefacts métalliques que vous voyez ici, donc qui sont pour la plupart fragmentaires, mais également des objets dont on pense qu'ils sont donc entiers, et qui sont des petites amulettes. Donc, vous en voyez une ici, une deuxième là. Et donc, on a une série d'objets qui est datée entre moins 4500 et moins 3600. Ce qui les place en fait au tout début de procédés de métallurgie avancée par fonte à la cire perdue, dont vous savez par la suite qu'elle est d'une importance extrême, puisque c'est ce qui permet encore aujourd'hui de fabriquer des formes de précision, mais c'est également par la suite tout le développement de la statuaire métallique, par exemple, et donc des représentations anthropiques et religieuses. Juste pour comprendre, on sculpte la cire, après on met autour du matériel qui forme le moule. Voilà, donc vous l'avez ici. Donc effectivement, on fait un modèle de l'objet en cire, ce qui déjà conceptuellement est toute une interrogation. En fait, on transforme en quelque chose qui est formé en cire, en métal. Et pour faire cela, effectivement, on forme un modèle en cire. On le met dans de la terre que l'on cuit. En le cuisant, donc le moule durcit et la cire est évacuée. Et par la suite, on vient couler le métal à l'intérieur de la forme en creux ainsi créée, ce qui veut dire qu'on peut avoir des formes d'une grande complexité avec des retraits, etc. Ce qu'on ne peut pas avoir par des formes, par les moules qui étaient disponibles avant, simples à 2 pièces. Donc, lorsque cet objet est arrivé auprès de nos collègues au Louvre, donc ils ont commencé donc, à regarder la surface externe de l'objet, donc vous voyez qu'il est déjà très corrodé. Ils ont confirmé que la forme ne pouvait être obtenue qu'avec ce type de procédé. Et ensuite, donc, ils ont décidé, parmi cette grande série d'objets, d'en sacrifier un pour aller regarder la métallurgie de cet objet. Et donc, ils l'ont coupé et, manque de chance, je dirais, l'objet est corrodé jusqu'au centre. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un oxyde de cuivre, c'est de la cuprite. On n'a aucune information sur la métallurgie originelle, si ce n'est que vous voyez, alors ce qu'on devine ici, en fait, c'est des formes appelées dendrites et qui sont le fruit de la croissance cristalline lors de la formation de cet objet, mais il est rouillé jusqu'au cœur.
Alors, l'objet est resté, enfin, il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites, mais vraiment, quand on regarde, ça n'est que de la cuprite. Donc, on est devant l'incapacité à élucider le mode de fabrication de cet objet. Donc, 10 à 12 ans plus tard, l'étude est reprise. Donc, nous, on développait un certain nombre de méthodes au niveau du synchrotron, en particulier des méthodes de photoluminescence. Et donc, on commence à regarder en photoluminescence, la cuprite luminesce, et donc on commence à regarder ce que l'on voit en photoluminescence. Et vous voyez, on retrouve bien, là, on voit bien les formes de dendrites. Et puis, on voit des zones qui sont majoritairement blanches, donc, qui sont ces zones dans lesquelles on a de la cuprite. Si ce n'est que donc on a de nouveau une interrogation, c'est-à-dire que ici on voit qu'on est avec une morphologie qui est du point de vue de la métallurgie et la signature d'un alliage, c'est-à-dire qu'on voit des dendrites et entre les dendrites il y a ces grands espaces blancs, alors qu'on n'a aucun élément d'alliage par les analyses menées en composition élémentaire. Donc pourquoi une morphologie d'alliage sans alliage ? Donc la solution, en fait, je dirais, vient d'analyses complémentaires qui ont été effectuées toujours en photoluminescence. Et quand on grossit l'image précédente, vous voyez qu'on a une morphologie qui est très complexe. En fait, on n'a pas des aplats blancs, mais on a des petits points blancs dans ces espaces entre les dendrites que vous voyez ici, qui signent en fait un état métallurgique passé en fait de l'objet, qui a été fossilisé à travers un mécanisme qu'on ne comprend pas bien, et qui fait que là, tout ce que vous voyez, que ce soit noir ou blanc, c'est de la cuprite. Simplement, on n'a pas les mêmes types de défauts, en fait. C'est-à-dire que lorsque le métal a été coulé, il y a un certain nombre de défauts qui ont été formés parce qu'il a été refroidi brutalement. A contrario, la cuprite qui s'est formée lors de la corrosion, elle a beaucoup moins de défauts et donc ne luminesce pas, en fait. Juste pour comprendre, la photoluminescence, tu fais quoi? Tu bombardes avec... Donc en photoluminescence, on envoie en l'occurrence de l'UV ou du visible, et puis on forme une image en sélectionnant dans quelle gamme de longueur d'onde on veut. Et donc on vient sélectionner, ici c'est une image qui est formée dans le proche infrarouge. Donc on éclaire dans le visible et on détecte dans le proche infrarouge. Et donc effectivement, le contraste que l'on voit là vient d'une réponse différentielle du matériau quand on l'éclaire dans ces conditions-là, qui est liée à la présence de défauts dans le minéral. Donc, par la suite, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas vraiment sur ce point-là que je veux insister, ce n'est pas tant sur la physique du solide qui est derrière, mais on a été en mesure, du coup, de comprendre. En fait, on n'est pas en présence d'un alliage avec du cuivre et de l'étain, ou du cuivre et de l'arsenic, ou du cuivre et du plomb. On est avec un alliage qui est du cuivre et de l'oxygène, d'où le fait qu'on a déjà du Cu2O qui est formé, de la cuprite qui est formée initialement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que du coup, en faisant simplement des petits rapports d'air, en regardant cette morphologie, en la décrivant, on est en mesure de suivre complètement la courbe de refroidissement du métal, de connaître très précisément sa composition initiale, de vérifier que c'est probablement du cuivre d'origine native, et finalement on reconstruit ainsi tout le processus de fabrication avec des informations archéométallurgiques qui sont particulièrement détaillées en fait, quasiment au degré près. Donc là, la température elle est estimée à plus ou moins 1 degré, donc c'est amusant, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose dont on ne comprend rien d'un point de vue métallurgique à une description complète. Donc ça, du coup, moi je voulais insister sur cet aspect-là pour plein d'aspects. Le premier point, c'est que on est, par l'interdisciplinarité sur Saclay, on va pouvoir faire se confronter des approches, on va dire, par exemple ici d'archéométallurgie classique, avec de nouveaux développements, et vous voyez qu'on va pouvoir avoir des sources d'informations que l'on n'a absolument pas. Pour tout dire, ce développement en photoluminescence, c'est la première fois en archéologie que la photoluminescence est étudiée de manière quantitative. Donc il y a vraiment des choses complètement banales qui sont utilisées par exemple pour aller faire étudier les cellules solaires par exemple, mais qui ne sont pas du tout utilisées dans nos domaines sur nos matériaux. Donc on a un champ d'exploration méthodologique qui est quand même très important avec les compétences qui existent sur le plateau. Par ailleurs, du point de vue des sciences humaines et sociales, se posent plein de questions archéologiques. Pourquoi avoir été sélectionné un minerai qui est atypique et qui par ailleurs se coule particulièrement mal? Est-ce que ça a un lien avec le processus d'innovation? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'est dit, tiens, il y a un minerai atypique, on va essayer d'en faire un objet atypique? Quel est du coup le statut de l'objet? Pourquoi être allé mettre au point, trouver un minerai complètement atypique,
utiliser un processus atypique, mais faire un objet d'une effrayante banalité, parce qu'en fait, cet objet-là, il peut quasiment être fait avec un tout petit peu moins de retrait. On peut l'avoir avec des procédés de fabrication classiques. Donc derrière, il y a plein de questions qui sont autour des circulations des matériaux, de l'innovation, de l'invention, du processus intellectuel qui mène à la création d'un objet, derrière la question du statut de l'objet. Et par la suite, comme on l'a dit, un point important en direction de l'histoire de l'art et de l'histoire des représentations, des questions autour de l'intentionnalité, autour des fluctuations. Est-ce que cet objet, c'est un objet raté, mais en même temps, il s'inscrit dans une tradition métallurgique qui va voir à Mergard le développement par la suite de toute la fonte à la cire perdue. Donc, comment est-ce qu'on jongle aussi entre l'objet unique ou une petite série et puis la grande histoire entre guillemets. Et puis vous voyez que ça pose aussi des questions de représentation, sur lesquelles il y a aussi des équipes à Saclay, par exemple à l'INRIA, enfin de mise en valeur des résultats de la recherche, de représentation de ces données. C'est un objet qui est fondamental finalement dans l'histoire de la métallurgie, mais devant lequel vous passeriez, on s'ennuierait vite dans un musée à voir des objets et à voir celui-là, pour reprendre ce qui était dit ce matin. Donc du coup, l'idée que l'on a travaillé avec beaucoup de collègues, et parmi beaucoup de collègues dans la salle aussi, notamment dans le cadre du projet Saclay Héritage, au centre, on avait mis ces problématiques des objets frontières, et donc de discuter, comme ça avait été fait par Starr et Griesmer, sur les collections d'histoire naturelle du musée de Berkeley, de voir comment différentes communautés scientifiques vont porter un regard qui doit nécessairement, à un moment, comprendre l'objet. Donc on a un point central autour duquel se met en place ce que Starr et Griesmer appellent un écosystème, qui rejoint quand même pas mal notre réflexion sur Saclay, et qui du coup fait appel à l'archéologie, à l'histoire de l'art, à des questions de politique, à des questions d'innovation, d'environnement, de physico-chimie de l'altération, de métallurgie, de physique du solide. Donc là, sur ce papier-là, par exemple, on a travaillé vraiment, on ne comprend pas comment ces défauts ont pu être préservés avec une telle précision sur des temps aussi longs. Et puis du développement instrumental qui est un peu masqué là, mais c'est 3 ans de travail instrumental pour mettre en place l'outil qui va derrière, des questions de data et des questions globales de méthodologie. Donc pour nous, je dirais, une partie de l'enjeu, c'est vraiment de passer de ce que certains collègues vont appeler une connaissance positive des objets, donc rajouter une information supplémentaire dans la connaissance de ces objets, à vraiment se servir pleinement de ces objets dans la création scientifique interdisciplinaire. Alors, c'est un souci que l'on a, mais c'est un souci aussi que d'autres ont. Donc là, je prenais un exemple. Alors, il y en a un dont on est très directement à l'origine, puisqu'il va y avoir un atelier en juillet et puis une grande conférence en 2018 à l'Académie des sciences, avec les différentes académies d'ailleurs, Académie des sciences, Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie des beaux-arts, Académie des technologies, pour questionner encore ces questions de matériaux du patrimoine, de matériaux anciens, de matérialité, avec les différents régimes d'interprétation et de construction de la preuve. Et puis donc également donc, au niveau inter-académique, des discussions autour du risque sismique ou de la résilience du patrimoine culturel aux catastrophes naturelles. Avec un autre élément qui est important, qui est évidemment le volet patrimoine, environnement, matériaux anciens, matériaux de la culture, environnement. Donc, je dirais, au niveau de Saclay, j'avais pris l'image de l'atelier que l'on avait monté avec Étienne Hanheim, Frédéric Breschenmacher et Philippe Dillman et quelques collègues à l'école polytechnique. Donc on a des vraies capacités sur site qui concernent à la fois donc, un certain nombre de volets des sciences humaines et sociales allant jusqu'aux sciences de l'environnement, et puis donc, des capacités du côté physique, matériaux, data, instrumentation, et en particulier un pôle analytique qui est quand même tout à fait singulier, donc avec vraiment des outils qui en font
au niveau européen, probablement le premier pôle d'étude de nos matériaux, et qui passe par des matériaux anciens et culturels, et qui passe depuis des volets synchrotron, de datation, de calcul intensif, et d'autres constructions que j'évoquerai par la suite. Et puis la MSH. Donc, Éric l'évoquait tout à l'heure, au niveau de la cartographie, alors on a commencé à reprendre un petit peu le travail de cartographie qui avait été initié sous un angle un petit peu différent, c'est-à-dire ce qu'on aimerait bien faire apparaître graduellement, c'est non seulement ce qui avait été fait dans le cœur du document de la MSH, les équipes qui dépendent des sciences humaines et sociales ou certaines des sciences de l'environnement, mais qui sont directement au cœur de la MSH, et tout ce qu'on draine autour. C'est-à-dire que, et là j'avais listé non pas en nombre de collègues, mais en nombre de tutelles, départements des laboratoires. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que, et j'attire votre attention également sur le fait que c'est non normalisé, c'est-à-dire que quand on a un laboratoire qui dépend de plusieurs entités, je les fais apparaître comme autant de points, après ça dépend de la méthodologie qu'on met en place, mais c'était pour bien montrer qu'au-delà des côtés, on va dire, SHS, sciences de l'environnement, on a des collègues qui travaillent, et pour certains, ou des équipes entières, qui travaillent à 100% de leur temps et qui dépendent d'autres départements, notamment de la physique, de la chimie, des maths, mais également des sciences de la vie. Donc on a, je dirais, dans le cadre de la MSH, quelque chose d'intéressant à jouer non seulement dans le périmètre des SHS, et il faut que les unités qui sont complètement SHS soient vraiment au centre du dispositif MSH, c'est très clair. Néanmoins, il y a vraiment tout autour beaucoup de collègues qui sont déjà impliqués dans des projets collaboratifs, qui se reconnaissent dans différents exercices de structuration qu'on a menés et qui sont dispersés au niveau de l'ensemble des départements et des établissements. Donc, comme ça avait été rappelé par Patrice Bourdelet lorsqu'il avait inauguré la MSH, on a de ce point de vue-là un certain nombre d'aspects forts, donc les matériaux anciens qu'on évoquait, des volets du droit du patrimoine avec la seule équipe 100% sur le volet droit du patrimoine dans le périmètre, et des aspects patrimoine et culture. Mais je pense, et là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça nous mènerait trop loin, mais qu'on est graduellement en train d'identifier aussi, on a fait l'exercice aujourd'hui avec FOM, enfin, un des départements de physique, mais on a des questions qui sont des questions de chacune de ces disciplines. C'est-à-dire qu'on voit du côté des mathématiques des questions de statistiques, des questions de prise en compte de jeux de données hétérogènes, de combinaison de l'information et de contrôle de la méthodologie globale allant jusqu'à des aspects d'imagerie très poussés sur lesquels on peut optimiser la production d'images à partir de la chaîne d'analyse que l'on met en place. Et en physique, de la même manière, on avait listé avec le département différentes problématiques qui sont transverses à nos objets, mais qui, encore une fois, vont vers des vraies problématiques chaudes actuellement de physique aujourd'hui, que ce soit du côté des systèmes complexes, de l'évolution des systèmes au temps long, de la prise en compte des fluctuations, ou de volets sur lesquels on est particulièrement fort à Saclay, qui sont les volets d'imagerie et les volets de contrôle, par exemple, tout ce qui est irradiation des objets au cours de caractérisation. Donc, je dirais que c'est des choses sur lesquelles on est relativement... on a pu beaucoup avancer ces dernières années avec un certain nombre de dispositifs. Un des premiers, c'est le LabEx Patrima. Et donc, vous avez ici les axes principaux de Patrima. Je dirais ce qui a surtout très bien marché, c'était le fait de travailler avec les institutions du ministère de la Culture et les institutions patrimoniales dans des projets avec vraiment des co-constructions, on en parlait tout à l'heure, hein, de projets dans lesquels chacun s'y retrouve, mais avec des objets qui sont également partagés scientifiquement. Et donc on a eu une très forte évolution. Voilà, donc là le projet est porté, enfin le LabEx comme l'Equipex sont portés administrativement par Cergy, et les deux opérations sont portées scientifiquement par Versailles Saint-Quentin. Donc effectivement on est sur un LabEx et un Equipex qui sont en coportage.
Mais sur ces différents volets-là, pour nous, l'enjeu, c'était au fur et à mesure, je dirais, à travers la structuration des appels à projets, de faire naître la nécessité d'objets communs. C'est-à-dire que lors du premier appel à projet, on a vu surgir des laboratoires, des projets qui étaient les mêmes que ceux que l'on avait vus par le passé. Et la première évaluation a été très dure, en fait, en redisant, voilà, le LabEx et l'Equipex sont là pour financer l'interdisciplinarité et des objets communs. Donc on n'est pas dans les programmes déjà financés en interne au Louvre, mais on est vraiment sur des aspects qui sont d'un intérêt commun à plusieurs acteurs du LabEx. Et pareil pour les volets imagerie de l'Equipex. Donc cette structuration-là, elle se décline également au niveau régional, puisqu'avec Étienne Hanheim et Margarita Tengberg, on a déposé et obtenu donc la mise en place d'un domaine d'intérêt majeur régional qui s'appelle Matériaux anciens et patrimoniaux, et qui a été construit sur le même concept intégratif, mais cette fois-ci au niveau régional, et qui regroupe une centaine d'entités, laboratoires, industriels et établissements patrimoniaux qui travaillent sur les problématiques de matériaux anciens et patrimoniaux autour de volets, donc on va dire relativement thématiques. On va retrouver l'archéologie, la paléontologie, certains volets paléo-environnementaux, les matériaux d'artistes, un focus particulier sur les problématiques d'altération. Et puis on a mis sur le même plan les méthodologies, donc c'est des axes à part entière, donc on finance de la recherche dans la méthodologie. Ce qui est formidable dans les années qui se sont écoulées, c'est cette structuration progressive, LabEx, Equipex, DIM, EUR. Je trouve vraiment, oui, il y a des vraies synergies, une cohérence de l'ensemble. Mais je dirais pour nous, l'enjeu, c'était, il y avait vraiment ce qui nous a vraiment, c'est la construction de ces objets frontières, c'est l'approche autour de projets assez longs. On n'était pas du tout, et c'était exactement ce qu'on évoquait, je partage complètement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une approche de la physique au service de, ou les mathématiques au service de, pas du tout. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et que ça n'est pas pertinent, et qu'un certain nombre de services ne vont pas être mis en place. Ils vont être mis en place. Mais là, ce qu'on défend, c'est effectivement une vision de la recherche où des mathématiciens participent pleinement et aboutissent à des publications, des nouvelles questions mathématiques. Voilà. Et ça, pour nous, c'est vraiment l'enjeu. Et si on arrive à le faire, je dirais, on arrivera à avoir effectivement des constructions interdisciplinaires qu'on ne voit pas beaucoup au niveau international. Je pense qu'on sera assez à la pointe en termes de construction de l'interdisciplinarité. Donc, troisième point de structuration, donc la mise en place d'une infrastructure qui s'appelle European Research Infrastructure for Heritage Science, qui en fait regroupe le volet le plus analytique en fait de ces différents acteurs au niveau cette fois-ci national et européen. Et en fait, je dirais c'est presque trois initiatives en une, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un volet national, un volet européen et même un volet international, puisque le G7 l'a désigné comme infrastructure d'intérêt global. Et donc le but, c'est de mettre en réseau un certain nombre d'acteurs qui soient au niveau, cette fois-ci, vraiment de l'analyse. Donc on inclut des volets mobiles, donc de caractérisation sur site, des volets de grands instruments, des volets data, des volets d'archives, archivistiques et des volets d'expertise qui sont tous couplés pour mettre en place des modalités d'accès communs sur projet. Donc encore une fois, pour nous, l'idée de ces objets frontières avec des projets longs est là d'apporter la capacité analytique au niveau national ou européen à ces projets. Pourquoi tu as deux couleurs différentes pour le pays? Il y a des participations. Alors le portage, c'est l'Italie, et effectivement, il y a des États qui l'ont inscrit, c'est des processus européens, dans leur feuille de route formellement, et d'autres qui ont envoyé un simple courrier. On n'est pas au même niveau d'intégration entre ces différents pays. Donc
là, j'ai repris un certain nombre de volets de la stratégie scientifique de cette infrastructure. Alors, on triche un peu parce que c'est nous qui l'avons écrit, en fait, puisqu'on est en charge au niveau d'Ipanema de la stratégie scientifique de l'infrastructure au niveau européen. Et du coup, on a repris, je ne vais pas le relire parce que c'est ce qu'on a dit jusque-là, c'est-à-dire l'objet au centre avec ce volet frontière, la complexité, la prise en compte des aspects environnement, data, se rajoute un volet public et puis donc cette optimisation, y compris de l'instrumentation, à partir des problématiques de notre champ disciplinaire. Au niveau de Saclay, alors il y aura un pôle donc, de cette infrastructure sur Saclay qui correspond donc, aux outils que l'on a vus tout à l'heure et s'y rajoute une initiative originale qui est portée par Pierre Chastan et qu'on a intitulée Laboratoire réflexif, je pense que c'est un nom temporaire, mais qui vise à répondre, à inclure dans les projets directement un volet réflexif, donc de prise en compte du droit du patrimoine, de prise en compte de la sociologie des différents acteurs, de description de l'interdisciplinarité, d'épistémologie, de prise en compte de la gestion des archives générées, parce qu'on pense que, et on en est convaincu, que les collègues, par exemple, travaillant en archivistique, ont vraiment des choses à apprendre à nos collègues travaillant du côté des data, au niveau que ce soit des musées ou des collections au niveau des musées. Donc on veut vraiment faire apparaître des aspects aussi de soutien en fait, du volet SHS. Sachant que quand on dit service, on est toujours dans la même philosophie, c'est-à-dire que pour nous, il s'agit de construction de projets longs, et donc de faire en sorte que de la même manière, il puisse y avoir des aspects de publication en épistémologie, en droit du patrimoine. Donc on inclut, ce n'est pas qu'un aspect de soutien, on est dans une acception très large de service, puisqu'on est beaucoup plus en fait dans de la collaboration sur des projets longs. Alors, il y a un point qui me paraît important, un dernier point qui me paraît important à souligner par rapport à l'infrastructure, c'est que des collègues vont venir de partout en fait pour venir étudier les systèmes sur un certain nombre d'outils à Saclay, et notamment à travers le volet grandes infrastructures de recherche. Donc le laboratoire dont je m'occupe, c'est 50% de projets étrangers, et on a aujourd'hui donc un collègue américain qui est reparti la semaine dernière, on avait un collègue anglais, on a une brésilienne qui est sur place, on a un équatorien. Enfin, on est donc avec vraiment une convergence de gens qui viennent étudier sur place. Et je pense que si on arrive à dynamiser ça, à mettre en place une offre de formation complémentaire, on peut vraiment faire en sorte que non seulement ces gens arrivent et viennent étudier leur système et restent quelques semaines pour traiter leurs données, mais même restent, comme on le met en place actuellement avec les Pays-Bas ou les États-Unis, restent pendant plusieurs années sur site et bénéficient à l'ensemble du réseau que l'on crée, se servent des outils, collaborent et reviennent en ayant bénéficié de l'ensemble de ce qu'on met en place. Donc du coup, ces volets interdisciplinaires, alors là j'avais repris, là c'est pas que, enfin c'est l'ensemble du réseau, c'était un certain nombre de choses qu'on avait listées, donc on a au niveau de Paris-Saclay beaucoup de collaborations internationales, des collaborations avec les Amériques, avec l'Asie. Sur ces aspects patrimoniaux, on a aussi un certain nombre d'organisations internationales qui sont impliquées, comme l'ICROM, l'UNESCO, l'AIEA. Et puis, plus particulièrement, on travaille depuis quelque temps avec Stanford, et ça va me faire basculer sur le volet EUR, à la mise en place de leur côté comme du nôtre d'un projet d'institut interdisciplinaire. Et donc, au fur et à mesure, on partage les idées autour des constructions interdisciplinaires. Donc, on partage les documents, on partage les présentations pour justement travailler à cette construction de l'interdisciplinarité. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est au château de Versailles, en fait, un certain nombre d'équipes de Versailles travaillant avec des collègues, à la fois des physiciens, des spécialistes d'archives, des chimistes qui étaient venus justement pour réfléchir à ce modèle d'institut interdisciplinaire qui est en cours de dépôt parallèlement à la structuration qui se met en place sur Paris-Saclay. Donc là, j'ai emprunté des transparents à Pierre, mais du coup, ça débouche sur effectivement ce volet EUR, donc d'école universitaire de recherche, visant à une hybridation des savoirs disciplinaires, tant au niveau de la recherche, comme on l'a montré là, mais également avec un fort enjeu du côté formation.
Donc comment allons-nous construire, notamment une des idées étant donc d'aller vers la construction, la co-construction de modules de formation au niveau master, au niveau doctorat, toujours donc avec ces mêmes concepts. Et donc, en prenant quelques exemples, donc on pense qu'il est tout à fait, il sera tout à fait intéressant pour nos collègues travaillant du côté STIC d'avoir quelqu'un en archivistique leur expliquant comment les archives étaient gérées à l'époque médiévale. A contrario, il nous paraît incroyable que des gens qui travaillent en histoire de l'art ou sur les œuvres par la suite ne soient pas formés à minima sur un certain nombre d'aspects de physico-chimie des matériaux d'artistes. Donc les gens qui travaillent, je dirais, sur l'analyse des documents d'archives doivent savoir ce que sont les matériaux cellulosiques, doivent savoir de quoi est formée une encre, pourquoi une encre ferrogallique va se dégrader dans certaines conditions. Enfin, il y a un enjeu sur des modules bien identifiés, et donc le but n'est pas de faire un vernis général, mais au contraire de trouver des modules qui soient vraiment insérés tout à fait logiquement dans les parcours de formation. Donc même chose avec un enjeu évidemment très très fort aujourd'hui du côté des humanités numériques, mais on pourrait presque aller dans l'autre sens, puisque je pense que les humanités numériques ont beaucoup de choses à apprendre à la façon dont les physiciens gèrent leurs données, par exemple, parce qu'on a vu des forts progrès en humanités numériques qu'on ne voit pas nécessairement du côté de la gestion des données dans les labos de physique, de chimie aujourd'hui. Donc voilà un petit peu l'idée, et on voulait vous inviter à un atelier, donc l'invitation va vous parvenir bientôt, le 15 juin, qui visera justement à approfondir ce volet EUR, sachant qu'on s'oriente donc vers le dépôt d'un projet. Donc on a passé la phase 1 d'évaluation, et la phase 2 d'évaluation se fait sur la base d'un dossier qui sera à fournir à la fin du mois de juin. Et donc il est urgent, je pense, que l'on continue ce travail et qu'on le fasse main dans la main avec le travail fait par la MSH et toi, Stéphano, et Eric. Donc voilà, je voulais finir en remerciant un certain nombre de collègues. Je suis loin d'avoir listé tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs dans ces projets, et ce qui peut apparaître comme un travail que je présente ici vient vraiment de beaucoup de collègues associés, de beaucoup de discussions et de réunions ces dernières années. Merci. La journée du 15 juin, est-ce que tu peux en dire un mot sur les attendus Alors, pour nous, très clairement, c'est la production de ce document. Donc, c'est-à-dire que on a commencé à structurer, pour l'instant le document existe sous forme d'une lettre d'intention et d'une présentation qui a été faite devant les tutelles, tu compléteras Pierre s'il te plaît, si j'oublie des choses, mais devant devant les tutelles de l'université Paris-Saclay, qui l'a mis en catégorie 1, donc en disant voilà, vous allez déposer, c'est sûr, à la fin du mois de juin. D'ici là, je dirais, je vois un enjeu majeur, peut-être deux. Le premier, c'est de bien travailler avec les formations, c'est-à-dire que là, les concepts que l'on a indiqués au niveau school ou au niveau école doctorale, je dirais, on est au stade où on a échangé avec les schools, avec les écoles doctorales, mais maintenant il faut aller vers des propositions concrètes. Alors, premier point, ces aspects-là. Deuxième point, il faut qu'on prenne en compte un certain nombre de remarques qui nous ont été formulées par les co-tutelles de l'université, à commencer par ce volet d'expliciter plus le volet formation, donc ça il faut absolument qu'on le fasse. Également de faire ce recensement, donc ces aspects de cartographie, on va essayer de les mener en parallèle. Alors on ne fera pas des miracles en un mois, mais par contre on veut vraiment être sûr effectivement que les différentes entités identifiées, et partant de ce qui avait été fait sur le volet SHS dans le cadre de l'axe 3, il faut vraiment qu'on le complète pour faire apparaître toute cette dimension interdisciplinaire. Parce que les nombres sont importants, c'est-à-dire que on a aussi des doctorants qui travaillent complètement sur ces thématiques-là, mais qui sortent complètement du périmètre vu par le département ou l'école doctorale SHS, par exemple, alors qu'ils font que ça. Et parfois en co-encadrement, etc., avec un collègue à Paris, et donc vraiment ou au niveau international, et donc ça sort des radars. Donc ça, il faut vraiment
qu'on l'identifie pleinement. Et puis le troisième point, je pense que c'est, je dirais, ce qu'on a fait au fur et à mesure, c'est on a une cartographie des grandes masses, mais maintenant il faut trouver une cartographie de ce qui nous rassemble. Et ça, on l'a fait que de manière incomplète. Et pourtant, on a eu plein de discussions en laboratoire bilatéral, en se disant, sur des volets droits, je vois tout à fait ce qu'on pourrait... Et pourtant, c'est écrit nulle part. Donc, ou sur des volets de sociologie, ou sur des volets d'histoire, ou sur des volets 3D. Et ça n'apparaît pas aujourd'hui, ces aspects-là qui nous rassemblent. Donc je pense qu'au-delà de nos objets singuliers, il faut qu'on continue à identifier ce qui nous fait travailler ensemble. J'ai une question que je pourrais adresser à Armelle, mais qui rebondit un petit peu sur la question précédente. En ce qui concerne les EUR, donc, il y a des EUR qui sont à cheval de plusieurs sites. Et donc la question que je me pose, est-ce que la construction des EUR, bien évidemment on va jouer loyalement par rapport à la construction institutionnelle, on participe, mais est-ce que, disons, cette structuration par EUR, multisite éventuellement, n'est pas orthogonale à la politique des sites telle qu'on l'a dessinée dans les années 2010, à la fois avec de la coordination des alliances, les dialogues entre les organismes, les ministères. En gros, si par exemple il s'agit de porter une recherche sur plusieurs sites, disons, la chose est physiologique, on a des réseaux de recherche, mais les EUR ne sont pas seulement des réseaux de recherche, sont aussi des réseaux, si on veut utiliser ce terme, de formation. Donc, comment une formation qui est basée dans plusieurs sites peut être cohérente avec l'émergence des sites de classe mondiale pour lesquels on cherche à donner une cohérence au sein des sites? Voilà une question un peu philosophique. Non, je pourrais répondre de deux manières. Il existe déjà des formations qui sont Île-de-France, par exemple en astrophysique et astrocosmologie. Leur formation, elle est Île-de-France, ça veut dire qu'ils ont mis autour de la table Paris 6, Paris 7 et Paris 11. Et les masters sont organisés sur les différents sites. Et même les étudiants des trois universités vont sur les différents sites. Donc ça veut dire qu'il faut mettre autour de la table les responsables des formations et s'assurer que les emplois du temps sont cohérents pour pouvoir faire ça. Pour moi, c'est le premier point. C'est bien de le faire dans la théorie, mais après dans la pratique, il faut voir si c'est faisable. Après, ce qu'on peut imaginer, c'est que de la même manière qu'on l'accepte pour l'astrophysique sur la partie art, culture et patrimoine, on arrive à avoir la même chose, c'est-à-dire une formation qui soit Île-de-France, puisque ça correspond aussi au DIM MAP, oui, en termes de périmètre avec tous les musées et tout ce qu'il y a autour. Du coup, on pourrait le construire de cette manière-là, en disant on a une articulation qui, pour certaines EUR, sont au niveau Île-de-France, parce que ça correspond à la localisation des différents labos, des différents équipements, des universités, des établissements qui participent. Effectivement, comme tu dis, la question principale, c'est l'emploi du temps à la fois des étudiants, mais aussi des enseignants qui interviennent dans les différents formations. Est-ce que cette construction est lisible au niveau international? Est-ce qu'on peut attirer des étudiants? Tu vois, historiquement, il existe en astrophysique depuis, je ne sais pas, 20 ans ou 30 ans. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas la monter de la même manière. Et a priori, en termes de lisibilité, une fois que c'est expliqué clairement, il n'y a pas de raison que ça fonctionne. Je pense au niveau M et D, c'est tout à fait envisageable. À partir du moment où on construit à partir de modules interdisciplinaires, après il faut voir les modalités précises en discutant, en faisant un tour de table, mais ça ne me paraît pas absolument impossible d'arriver à avoir une offre de modules interdisciplinaires qui soit accessible pour des étudiants qui sont localisés dans plusieurs sites. Il faut effectivement, il faudra trouver une certaine souplesse sur des plages horaires, mais on peut aussi imaginer qu'au niveau M&D, ces plages horaires, on les réserve précisément à ces modules interdisciplinaires. Et ensuite, moi je ne suis pas défavorable aux pérégrinations des enseignants et des étudiants, mais on peut imaginer aussi des solutions qui soient des solutions de cours qui sont dupliqués grâce à des solutions numériques. Enfin, ça paraît pas du tout impossible d'avoir un module qui soit calé sur des visioconférences.
des visioconférences qui puissent être effectivement suivies sur différents sites, de manière à ne pas être obligé de dupliquer les enseignements ou obliger les étudiants de se déplacer en Ile-de-France. C'est-à-dire que si on fait se déplacer les étudiants, il faut prévoir une logistique derrière qui soit impeccable, avec un fléchage pour être un peu baladé sur les différents campus. On a énormément de progrès à faire sur le fléchage. Et donc, il y a des points qui sont... C'est important quand on fait pour moi une UR, pour quel programme, de descendre sur le pratico-pratique. On voit jusqu'à quel point c'est réalisable et quels vont être les écueils. Parce que faire un super projet pour qu'à la fin les étudiants se rendent compte qu'ils doivent aller à l'USP puis en descendre à Orsay et que c'est pas faisable sans y passer 3 heures. Et là, on est dans un site. Imagine quand tu as plusieurs sites. Moi, je trouve que la solution de faire ça par visioconférence pour certains d'entre eux, c'est une bonne idée. Après, on peut retrouver aussi de la souplesse. Bon, là, je ne discuterai pas sur le fond, parce que la grande question, c'est quand même ce qu'on décidera de mettre dans ces modules interdisciplinaires. Et là, il y a une vraie réflexion scientifique à avoir collectivement. Je pense qu'on peut trouver aussi de la souplesse au niveau M et D, en ayant bien sûr un certain nombre de préconisations de la part des équipes, mais aussi une souplesse dans le choix des modules interdisciplinaires que les étudiants pourront choisir. Donc on rajoute effectivement aussi une souplesse pratico-pratique, comme disait Armel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir des formations qui sont des formations imposées de façon stricte. On peut avoir des modules qui sont des modules à choisir, et par conséquent, on a là aussi, on peut gagner aussi en souplesse. Si on arrive à faire des parcours qui sont quasi individuels, en laissant une liberté aux étudiants, franchement, c'est un projet qui est ambitieux et Une ça approche donne... à l'américaine avec des formations un peu à la carte. Ouais. Avec quand même avec des préconisations fortes, parce que dans le fond, on a quand même des idées. Après, il ne s'agit pas de les imposer à nos étudiants de façon autoritaire, mais on a quand même des idées aussi, des formes de complémentarité disciplinaire et de formation qui, de notre point de vue, sont les plus pertinentes. Donc je pense qu'il faut faire auprès de nos étudiants, on le fait de toute façon au quotidien tous, il faut aussi faire ce travail qui est un travail de conseil et d'orientation de nos étudiants dans une offre qui est une offre, si possible, étoffée et ambitieuse. Parce qu'après, même au niveau de nos propres institutions de recherche, je veux dire, quand on recrute des doctorants, on voit un certain nombre de collègues, soit venant de l'étranger, d'étudiants venant de l'étranger ou venant au moins d'un master auquel on pense, et où effectivement il y a quelque chose d'extrêmement interdisciplinaire avec, on va dire, 50% de physique et ça marche pas. Donc on n'est pas parti dans ce scénario-là. On est dans un scénario effectivement avec des formations par module à la carte et qui soit effectivement un renforcement interdisciplinaire d'un volet disciplinaire. Mais on n'est pas parti effectivement sur des aspects mélangeant à équilibre les deux. Effectivement, on aurait peut-être dû commencer par là si on avait été pédagogue. Effectivement, c'est un des points fondamentaux. L'idée, c'est pas de former des étudiants, c'est de former des étudiants à l'interdisciplinarité, mais en gardant un socle disciplinaire très fort et apporter finalement une connaissance d'une culture disciplinaire complémentaire ou deux cultures disciplinaires complémentaires sous la forme de modules qui sont des modules transversaux offerts aux étudiants. Ça paraît... ça nous paraît en tout cas, mais ça peut être discuté. Voilà, parce qu'à contrario, on sait, on a aussi dans nos institutions des gens qui sont résolument interdisciplinaires et qui ont vraiment la double culture, mais c'est quelques personnes et qui effectivement sont très importants pour nos disciplines en étant. Mais ça, je dirais, c'est des parcours qui sont déjà permis aujourd'hui avec. Donc là, nous, ce qui nous intéresse effectivement, c'est un renforcement et s'assurer effectivement qu'on ait un apport des autres départements ou des autres domaines scientifiques au SHS et réciproquement. Oui, je pense que c'est effectivement assez ambitieux. Hein. Ça a l'air très bien sur le papier de réussir à faire ces coordinations multisites. Enfin, je pense qu'on l'a déjà vécu au niveau des ouvertures des masters
sacré par mention. Et je pense que c'est un vrai enjeu, c'est un sujet sur lequel, pour arriver à une solution pratico-pratique, pour reprendre votre question, il faut quand même une bonne réflexion. Moi, mon autre réflexion, elle était plus transdisciplinaire et locale. Vous savez tous que l'Université d'Evry a rejoint Paris-Saclay le 1er mars. Je pense qu'on a été dans des processus d'intégration, en tous les cas au niveau de la School Humanité. Mais qu'en est-il, parce que j'ai objectivement moi aucune visibilité, qu'en est-il de l'implication de nos collègues de sciences, on va dire dures, dans ce type de projet? Un certain nombre de laboratoires, je pense au LAMB, avaient été présents lors de la journée à l'école polytechnique, mais je pense qu'effectivement, je ne suis pas sûr, par exemple, qu'ils aient reçu l'information de la journée. Donc pour le UR, ce qui est certain, c'est que c'est pour ça qu'on a repris un peu à la base, effectivement, l'identification des unités, qu'on est arrivé à 51 unités, parce qu'ils font qu'on s'assure que tout le monde y soit. Et là, les unités d'Evry sont bien identifiées. Mais c'est un point... Voilà. Ouais. Très bien. Heureux de l'apprendre. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on... Oui. Juste une remarque, une question, je sais pas. J'ai été un peu... Alors, c'est vrai que je suis arrivée que cet après-midi et puis je suis plutôt dans un autre axe. Mais ça m'a frappé, il y a une phrase qui m'a frappée ou une question qui a aussi été posée par Stéphano, qui était cette idée que la physique et les maths seraient ou ne seraient pas justement dans ce projet des disciplines de service. Alors c'est vrai que ça m'a un peu étonnée, c'est plutôt l'inverse sur Saclay d'habitude. C'est les SHS qui ont peur d'être des disciplines de service par rapport aux sciences. Donc voilà, du coup je voulais peut-être faire un petit peu repréciser ça. Quoi. Très intéressant. Alors effectivement, je pense qu'il y a la question, c'est la question de l'acceptabilité sociale, par exemple, c'est ça. Mais du côté, ce qui est certain, c'est que la peur est partagée. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un certain nombre de collègues dans les laboratoires de physique et de chimie qui nous disent, voilà, si c'est juste pour faire une analyse sur mon microscope, si c'est juste... et qui effectivement se posent la question de savoir jusqu'où ils vont pouvoir se nourrir scientifiquement de cette interaction. Donc je pense qu'effectivement la peur est complètement partagée, et d'où l'importance que l'on porte à ces objets interdisciplinaires et à la possibilité effectivement, les objets qui nous paraissent les plus intéressants, c'est ceux qui mènent effectivement à des développements dans chacun des champs conviés pour leur compréhension. Donc, je vais prendre un autre exemple où c'est particulièrement frappant. Pour moi, c'est ce volet d'infrastructures lourdes. C'est-à-dire que la vision, y compris qu'en ont beaucoup de laboratoires ou d'institutions patrimoniales, c'est de dire, voilà, je voudrais savoir de quoi est fait cet objet. Et derrière, il y a sans doute une utilité par rapport à l'institution patrimoniale ou par rapport à une étude précise, mais pour un collègue scientifique, c'est extrêmement difficile de se lancer dans des développements, pour un collègue physicien ou chimiste, c'est extrêmement difficile de se lancer dans des développements méthodologiques, dans des développements instrumentaux, sachant qu'on est avec des objets qui sont extrêmement hétérogènes, donc s'engager sur des travaux en commun, c'est aussi se donner du temps long pour que chaque discipline puisse s'y retrouver scientifiquement. En tout cas, c'est la vision qu'on porte. Merci. Dernière question. Gardez votre énergie pour le grand débat. Deux fois. J'avais juste éventuellement un complément sur la réponse de Loïc. C'est vrai que moi, par expérience, je ne suis pas lancé dans un témoignage, mais cette crainte, comme parfois, d'être finalement ravalé à un statut de
service, en fait, ou que la discipline qu'on représente soit un simple, secondaire dans la construction effectivement du projet scientifique. C'est une chose qu'on peut avoir, c'est une crainte qu'on peut avoir au départ, mais moi, l'expérience que j'ai, c'est que le travail sur projet interdisciplinaire qu'on a mené depuis 2011 m'a conduit à tout à fait réviser, à revoir les choses. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a mené des projets dans le cadre du laboratoire, moi à titre personnel ou des chercheurs du laboratoire que je dirige sur ces objets interdisciplinaires, il y a véritablement une co-construction des problématiques avec les collègues des autres disciplines. Et à aucun moment, en tant que chercheur historien médiéviste, je me suis senti dans une situation qui était une situation secondaire ou d'infériorité dans le travail de construction scientifique et d'élaboration du questionnement et des problématiques. Donc je pense qu'il faut aussi franchir le pas, identifier de manière précise ces objets sur lesquels on peut travailler collectivement et prendre le temps en fait de discuter avec les collègues des disciplines voisines ou plus lointaines pour que ce travail interdisciplinaire puisse finalement se mettre en place puis fructifier. Donc c'est un plaidoyer pour l'action et la pratique. C'est une super transition vers ce qui va suivre. Ben voilà, ça s'appelle faire une passe décisive.